Bonjour Philippe Matera. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une de nos interviews mensuelles de l'association Art Urbain dans les territoires. Donc c'est un des trois moyens de communication de l'association dans l'année et on essaye d'interviewer des élus, des personnalités du cadre de ville comme vous. Et ce mois-ci, donc, on va parler mobilité. Mobilité, ça a été notre thème de l'année 2020. On continuera, bien entendu, à en parler en 2021 dans notre futur thème sur la régénération urbaine. Mais on voulait continuer de vous interviewer sur d'abord votre société et ensuite sur un certain nombre d'évolutions et d'innovation sur le thème de ces mobilités. D'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Et puis, pour tout le monde, Dynalogic, c'est quoi? On aimerait en savoir un peu plus sur ce nom très technique. Oui, bonjour Louis. Donc, Dynalogic, nous sommes un bureau d'études, mobilité, trafic, circulation, stationnement. Nous sommes une société indépendante créée il y a plus de 25 ans déjà. Ah ouais. Oui, on a une longue expérience. Donc, nos secteurs d'intervention principaux sont pour la mobilité et les aménagements urbains. Donc, on va pouvoir travailler sur des quartiers de logement, des zones d'activité économique, des zones d'activité commerciale, ou des aménagements routiers. Donc, ça, c'est plus classique pour aider à construire des routes, des carrefours, des giratoires, des changeurs, des études d'itinéraires, voire des contournements d'agglomération, ou toujours sur l'aspect mobilité stationnement, là, cette fois-ci des aménagements de parking pour les dimensionner, gérer leur accessibilité, leur exploitation, pour par exemple des parkings silos de rabattement vers des gares ou pour des parkings de zones commerciales, voire des analyses de gares ou de stades complets. Donc pour les flux, cette fois-ci non pas les flux voitures, mais les flux de passagers ou de spectateurs. Et même dernièrement, en fait, des simulations d'un port entier. Donc là, cette fois-ci, avec des flux qui sont des flux routiers de poids lourds, des flux ferroviaires de fret, des flux fluviaux avec les péniches et tout ce beau monde transportant les conteneurs jusqu'au port maritime. Donc, mais oui. Pardon. Quelles sont vos techniques? Parce que comment vous faites? Vous modélisez, comment vous diagnostiquez comment, etc. Donc en fait, on a une approche dans l'ADN de Dynalogic. C'est d'abord une approche quantitative, complète. Ouais. Donc toutes nos études vont s'appuyer sur des données, des comptages que nous maîtrisons, que nous garantissons. On produit les comptages. On analyse ces données pour avoir des préconisations objectives. Oui. Et le deuxième point, c'est une approche pédagogique. Parce qu'on sait bien qu'un projet sera réussi si on arrive à communiquer aussi. Il faut non seulement une bonne technique, mais il faut une bonne communication pour pouvoir les résultats auprès du public, auprès des décideurs qui ne sont pas forcément des spécialistes, pour qu'ils puissent comprendre. Donc pour ça, on a développé un outil qui s'appelle la simulation dynamique. Et Dynalogic, qui a 25 ans de cela, a créé cette technologie de simulation dynamique en France. Donc, ce qui permet en fait, de visualiser le fonctionnement d'une infrastructure sur plan, le fonctionnement futur. Et donc, de voir où va y avoir des problèmes, s'il y a des bouchons, quelles sont les causes de ces bouchons, et de pouvoir avoir, là, cette fois-ci, non seulement des présentations, mais aussi des analyses quantitatives pointues sur certains phénomènes. Voilà. Très bien. Alors, juste un point d'actualité, c'est que depuis plusieurs mois, donc, les mobilités ont évolué considérablement avec la crise sanitaire mondiale et on se retrouve avec effectivement une baisse dans les villes, notamment dans les métropoles, de l'activité
automobile, puisqu'on vient de parler de beaucoup de voitures, augmentation beaucoup du trafic vélo, des piétons, etc. Comment vous vous situez par rapport à cette évolution des mobilités? Et vous pourriez un peu nous préciser comment vous avez réagi à cette période complexe dans laquelle nous nous trouvons. En fait, il y a peut-être deux aspects. Il y a un premier aspect d'évolution avant le Covid, parce que les choses évoluent aussi. Même si, en fait, le temps passé à la mobilité est à peu près resté le même ces 20 dernières années. Ah oui. Aux environs d'une heure et demie, tout le monde passe à peu près une heure et demie à se déplacer par jour. Et ça n'a pas trop bougé. Par contre, les modes de mobilité ont changé. Suivant qu'on est en campagne, dans des métropoles ou en région parisienne, on va utiliser plus ou moins sa voiture, les transports en commun, le vélo, venir à pied. Donc ça n'a pas trop bougé. Par contre, un des principaux changements qu'il y a eu dans la mobilité, c'est la prise en compte des motifs de déplacement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, tout le système de mobilité s'est construit sur le motif travail. Et on a dimensionné les infrastructures de mobilité sur les heures de pointe. On les a massifiées, on les a affectées sur des itinéraires. Donc, on a regardé les choses de manière assez, pas simpliste, mais de manière assez univoque. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le domicile travail, c'est ça, les trajets, voilà. Absolument. Ce qui amène à l'émergence de transports en commun lourds, par gare, ce qui amène à des grosses infrastructures routières, ce qui amène des gros tuyaux qui sont utilisés peu de temps dans la journée, le matin et le soir, et qui sont moins utilisés et d'ailleurs moins performants en termes économiques lorsque aux heures creuses, un train vide, c'est moins performant qu'un train plein aux heures de pointe. Alors, c'est quoi les autres mobilités? Alors, c'est quoi les autres mobilités qui ont augmenté? Ce qui se passe, c'est que le domicile-travail ne représente qu'un quart des mobilités. Et toutes les autres mobilités, oui, ça va être les achats, ça va être le loisir, ça va être les études, ça va être accompagner, faire des visites. Ça va représenter les trois quarts des mobilités. Et ces trois quarts des mobilités, elles sont pas que le matin, elles sont pas que le soir. Bien sûr. En fait, le gros changement qui est apparu là récemment, c'est la prise en compte de cette diversité. C'est-à-dire qu'on n'a plus une mobilité univoque, on a une mobilité qui s'exprime sur plein de sujets, donc c'est beaucoup plus complexe, mais de fait, ça laisse beaucoup plus de possibles et ça laisse des champs d'ouverture beaucoup plus importants. Donc ça, c'était avant le Covid. Le Covid a un peu changé tout ça. Oui. Donc, disons que il nous a essentiellement rendu réticents au transport public. Il y a eu transport collectif, vous voulez dire? Vous voulez dire au transport collectif ou au transport public? Au transport collectif. D'accord. Donc, il y a eu une forte chute de fréquentation dans les trains, dans les bus, et un report vers les trajets individuels en voiture, à vélo, voire à pied. Et du coup, les bouchons sont revenus au niveau des périodes d'avant le Covid, voire même plus, en fait. Alors que, paradoxalement, on a moins au global de déplacement parce qu'on a quand même des gens qui font du télétravail aujourd'hui. Donc, on a une demande qui est moindre, mais qui est devenue plus forte en voiture parce qu'elle a beaucoup diminué en transport en commun. Donc, en fait, oui. Non, alors lors de notre thème donc 2020, en février 2020, sur les mobilités innovantes, nous avions invité des représentants du ministère de la Transition écologique, chargé des transports, et pour nous parler de la loi d'orientation sur les mobilités, parce que cette loi a été votée donc début d'année 2020.
est-ce que cette loi, notamment sur les mobilités décarbonées, vous fait évoluer de façon importante la manière dont vous travaillez ce sujet des mobilités diversifiées, tel que je vous comprends là? Ben, oui, en fait, disons qu'il y a deux aspects dans la loi L'Homme qui intéressent directement la mobilité. C'est limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des villes. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, essayer de faire baisser l'empreinte carbone et promouvoir les modes alternatifs, actifs et électriques. Donc, sur le premier point, on va dire que la loi L'Homme, elle va faire le tri entre des projets d'urbanisme. Au niveau Ah oui, du logement, par exemple, on ne pourra plus faire des quartiers n'importe où, trop loin des centres de vie, des centres d'études, sans penser les liaisons douces qui amènent justement vers ces centres-là. Pour le commerce, c'est déjà le cas en fait. Hein. oui, On n'a plus trop le droit de construire en périphérie. absolument, absolument. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, sur les solutions de mobilité proprement dites, en fait, ça va faire émerger des solutions décarbonées. Donc on en parlait tout à l'heure, hein, ça va pousser et ça pousse aujourd'hui le piéton, le vélo, ce qui est très bon pour la santé, hein, par ailleurs. Ça va pousser les transports publics décarbonés, hein, donc les transports publics électriques ou à hydrogène. Donc il y a quelques expériences de bus à hydrogène qui vont vraisemblablement s'amplifier, hein, voire même avec les annonces récentes des transports individuels automobiles à hydrogène. Et ces transports publics décarbonés, en fait, ils vont servir à se rabattre vers des modes lourds, en transport à la D'accord. demande, autonome, des modes lourds qui existent aujourd'hui. Justement, hein, on espère, hein, dès qu'on aura trouvé le vaccin, que les gens auront, comment dire, moins méfiance envers l'autre, hein, que on Oui, peut utiliser ces modes lourds à nouveau. Et finalement, le dernier point, ça va être la voiture électrique, qui aujourd'hui, cette année, a eu une très forte augmentation. La Zoé cartonne. oui, Donc qui vont vraisemblablement s'amplifier, aussi bien sur des autopartages publics ou sur des autopartages résidentiels qui sont amenés à se développer de manière très très importante en fait. Hein. donc si on vous entend bien, il y a deux phénomènes qui se conjuguent, c'est-à-dire le fait de moins se déplacer, si je comprends, avec le télétravail, pour une partie de la population qui a la possibilité de télétravailler. Donc c'est une autre manière de se déplacer, sûrement à pied, en vélo, mais vraiment de la proximité, mais c'est plus, c'est moins de se déplacer et de se déplacer autrement avec des modes peut-être partagés, en vous entendant, c'est-à-dire autopartage, covoiturage et décarboné. C'est ça que vous voulez dire. Absolument. En fait, le futur, c'est repenser des lieux de vie qui soient en fait naturellement connectés à l'échelle de la personne, donc à l'échelle du kilomètre ou des 2 kilomètres, et ça veut dire de construire n'importe où. Mais c'est Ouais, aussi une solution de mobilité nouvelle pour aller au-delà de ces distances, mais avec des quantités de déplacement qui soient moindres a priori, ce qui permettrait d'avoir une empreinte carbone qui soit moins importante et avoir une meilleure utilisation des infrastructures dont on parlait, non seulement en volume, mais aussi d'un point de vue temporel. Parce que c'est aussi un des autres aspects, c'est de pouvoir travailler sur toutes les plages de la journée, et non pas seulement, comme on l'a fait ces 20 dernières années, sur les heures de pointe, domicile-travail, du matin et du soir. mais ça demande, me semble-t-il, une forte pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux habitants actuels ou futurs cette évolution, le service qui est associé. Comment vous voyez ça dans votre métier? Alors, justement, ça c'est effectivement une des évolutions. On va dire l'approche traditionnelle du bureau d'études mobilité, c'était
comme on l'avait dit, c'était d'aider à dimensionner les infrastructures. Oui. Une fois que ça c'était fait, hein, donc c'était laisser les gens, les ménages, les utiliser par eux-mêmes. Ça veut dire que on va prévoir des routes, on va prévoir des sites propres au Certainement. début, des métros, tout ça, mais les gens après vont être leurs propres utilisateurs. Demain, avec tous ces services qui apparaissent, qui sont nouveaux, les trottinettes électriques, ça n'a pas 3 ans, hein, et je ne sais pas si dans 3 ans, il n'y aura pas autre chose qui les aura remplacés ou qui se sera rajouté. Donc il y a plein de nouveaux services qui arrivent et effectivement, la deuxième composante de notre métier, c'est d'assister les gens au niveau de, si j'ose dire, l'exploitation. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement au niveau de la réalisation, maintenant au niveau de l'exploitation de tous les jours pour utiliser cette pédagogie et expliciter des solutions qui bougent, qui changent. Parce que la durée de changement maintenant, c'est plus la durée de construction d'une infrastructure 20 ans, mais c'est tous les ans peut-être un nouveau service qui va apparaître. Il faut l'expliquer, le présenter à tous les ménages. Et alors, pour ce faire, dans les innovations, j'ai cru comprendre du métier, c'est que vous avez créé un nouveau métier qui s'appelle syndic des mobilités. Je voulais que vous puissiez nous en parler, parce que justement, comment vous expliquez à ces ménages, à ces familles dont vous parlez, actuelles ou futures, arrivant dans un territoire, comment elles vont utiliser ces nouveaux services? Effectivement, on a créé, donc comme on avait créé la simulation dynamique pour asseoir l'expertise sur les infrastructures, là on crée un nouveau métier qui s'appelle le syndic des mobilités. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas que pour expliquer les services. Le point de départ initial, c'est que là on a parlé de mobilité, hein, mais la mobilité c'est un coût. Oui. Ça a un coût et ce coût est très important. En fait, c'est devenu le premier poste de dépense des ménages en France. Devant le logement. Devant le logement. Devant le logement. C'est-à-dire quand on fait la moyenne de tous les ménages qui peuvent être soit locataires, soit propriétaires, eh bien, quand on fait la moyenne sur la France entière, le déplacement est devenu le premier poste entre 16 et 21%, suivant qu'on habite en province ou en Île-de-France. Donc, il faut voir que suivant qu'on habite en province ou en Île-de-France, on a des moyens de mobilité, des besoins de mobilité. Absolument. Parce que, par exemple, une voiture, ça coûte très, très cher. La première voiture est en moyenne en France plus de 4 000 euros, 4 100 euros pour être précis. La deuxième, lorsqu'on est obligé d'avoir une deuxième voiture, va coûter 3 700 euros en moyenne en France. D'accord. Mais ça veut dire que, quand je dis en moyenne, ça veut dire que ça va varier quand même entre une deuxième voiture pas trop chère, hein, à 1 000 euros, jusqu'à une voiture beaucoup plus chère, à 6 000, 7 000 euros par an. En fait, ce coût de la mobilité qui est devenu le premier poste de dépense, en fait, a créé des fragilités. Ce qui explique, par exemple, les gilets jaunes de l'an passé. Ce sont des ménages qui sont installés en périphérie des villes, parce que c'était, j'imagine, souvent moins cher. Plus économe, oui. Plus économe pour la plupart du temps, mais qui en périphérie n'ont pas de moyens de transport, sauf leur voiture individuelle. Et qui ont besoin d'une, voire deux voitures. Cette voiture, elle coûte effectivement beaucoup. Donc, notre première constatation, en fait, c'est que comme la mobilité est devenue un poste très important, il faut aider les gens. Il faut aider les gens à réduire cette dépense. Donc, au même titre, il y a eu un processus pour aider les gens à réduire leurs dépenses en énergie. Très important, hein, depuis 15 ans, 20 ans, c'est halte au gaspille, trouver des solutions qui gaspillent le moins en énergie, qui soient les plus performantes, les plus décarbonées.
etc., etc. Et bien là, c'est la même démarche. En fait, on s'inscrit comme une structure qui va aider au jour le jour les ménages à réduire leurs dépenses de mobilité. Parce que justement, avec un créneau, pour essayer de réduire l'utilisation de cette deuxième voiture. Donc on voit qu'on a un potentiel ici de presque 4 000 euros. Et en proposant un panel de services qui va être, on en a parlé peut-être du covoiturage, peut-être de l'autopartage, peut-être des rabattements avec des navettes autonomes, peut-être un déploiement de services de vélo électrique. On va pouvoir proposer des solutions qui remplissent toutes les fonctions de la mobilité. Donc tout le monde aura les mêmes possibilités de mobilité, mais à un coût moindre. Peut-être entre 1 000 et 2 000 euros d'économie par an, par ménage. Et ici, que sera un impact important sur la désartificialisation des sols et l'impact sur l'utilisation des surfaces agricoles. Exactement. Ici, on reboucle avec les préoccupations de la loi l'homme. On est totalement en phase pour apporter des solutions qui soient les plus décarbonées possibles, qui utilisent le moins d'espace, parce qu'avec une voiture en autopartage, on peut, par exemple, remplacer 5 voitures. Ça fait que plutôt que d'avoir une place de stationnement, on n'a plus qu'une place de stationnement. Du coup, ça fait autant de terrain qui n'est pas artificialisé, qui est conservé en pleine terre à d'autres usages. Et donc là, c'est un cercle vertueux qui permet, avec des solutions moins chères, d'avoir une planète plus propre et tout en ayant les mêmes services pour tous les ménages. Donc, pour terminer notre interview, si j'entends, c'est que toutes ces innovations, syndic de mobilité, mise en place de nouveaux services, limiter la place de la voiture, vous avez déjà toutes ces actions sont déjà engagées dans les projets aujourd'hui en France. Les choses s'engagent dans ce sens-là. Absolument. On est en train de déployer ces services, par exemple, à côté de Toulouse, sur des projets précis. Mais l'histoire n'est pas finie, hein, parce que comme je le disais, tous ces services changent, bougent. Nous-mêmes, on va s'adapter, continuer de nous adapter pour proposer à chaque fois les meilleures, les meilleures solutions en configuration qui elles-mêmes vont évoluer avec le temps. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je sais qu'on saura l'accompagner. Voilà. Très bien, parfait. Merci Philippe Matera pour ce côté positif et de toutes ces innovations et à bientôt sur les réseaux. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.